Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec notre invité ce soir, Luc Ferry. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Bienvenue, cher Luc. Une histoire Merci, de la philosophie pour les nuls. C'est évidemment le nouveau livre que vous faites paraître. On va en parler parce qu'il y a évidemment des notions absolument fondamentales qui recouvrent l'actualité aujourd'hui. On parlera ça dans un instant, notamment de stoïcisme, parce que moi, c'est une notion qui me plaît beaucoup. Un petit mot de l'actualité, cher Luc Ferry. Vous savez que les Républicains sont en train de tenter de départager leur candidat, celui qui sera désigné le 5 décembre. Qu'est-ce qui vous frappe à la lueur des débats qui se sont déroulés ces derniers jours? Il y en a un prochain, dimanche prochain, sur CNews et Europe 1. Est-ce qu'il y a des grandes idées fortes? Il y a quelque chose de très novateur qui sort des débats que vous avez déjà entendus et des idées qui sont émises. Écoutez, vous me provoquez parce que sont tous des amis, donc j'ai du mal à vous répondre en toute sincérité. Je vois pas d'idées grandioses qui fusent à l'horizon, mais il y en a nulle part en ce moment. Si vous voulez, la France est divisée en 6 grands courants. Chacun défend des idées qui sont pas forcément les miennes, mais qui même Mélenchon, dont je partage pas les idées, a du talent. Tout le monde, Jadot a du talent, je partage pas ses idées. Le problème de la France, c'est qu'elle est divisée aujourd'hui en 6 grands courants qui sont à peu près équivalents. Vous avez les écologistes, vous avez les centristes avec Macron, vous avez ce qui reste des LR, ce qui reste du Parti socialiste, vous avez l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc, ils sont pas équivalents, mais enfin, ça fait quand même 6 courants. Le vrai problème, c'est que comme tout le monde se déteste là-dedans, c'est pas qu'ils soient tous nuls, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'idées, y compris chez des gens que, je citais Mélenchon, il est incontestable que cet homme a du talent. C'est un bretteur remarquable, il parle admirablement, il a ses idées à lui, c'est pas les miennes. Mais le problème, c'est que tout ça fait un patchwork, ça fait un puzzle qui ne donne absolument aucun cap à la France. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Éric Zemmour bouscule le jeu de la droite, pas par des idées nouvelles, mais par une force d'articulation de ses idées. Si vous regardez où était Marine Le Pen avant l'apparition d'Éric Zemmour, elle était en gros à 30%. Et donc là, elle se retrouve, au fond, Éric Zemmour a divisé, si je puis dire, le Front National, enfin le Rassemblement National en 2, c'est plutôt ça, en étant plus radical, beaucoup plus agressif et beaucoup plus violent d'une certaine manière que Madame Le Pen. Mais en vérité, à eux deux, ils n'ont pas énormément gagné de part de marché, ils sont à 35%, ils ont gagné un peu, mais c'est surtout que l'extrême droite ou la droite extrême, je dis plutôt la droite extrême parce qu'ils veulent pas prendre, comme le voulait l'extrême droite des années 30, le pouvoir par la violence. Ils passent par les élections, ils sont républicains. Mais au fond, il a plutôt divisé l'extrême droite en 2, ce qui est un gros inconvénient pour Marine Le Pen, ce qui peut être un avantage pour la droite, parce que le ticket d'entrée au deuxième tour, en gros, il est à 18% aujourd'hui, ce qui n'est pas totalement inatteignable pour Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, si c'est eux qui sont élus par le Congrès le 4 décembre. Est-ce qu'Éric Zemmour a eu tort d'aller au Bataclan le soir du 13 novembre pour faire une polémique c'est pas l'endroit. En attaquant François Hollande? C'est sa marque de fabrique. Donc, moi, je suis absolument pas du tout zémourien. Je partage à peu près aucune de ses idées. Maintenant, soyons clairs, là aussi, de même que je partage aucune des idées de Mélenchon, mais c'est la même chose. Il a un certain talent incontestable et il lève le voile, c'est le cas de le dire, sur une réalité qu'on a cachée sous le tapis pendant 30 ans. C'est à savoir la réalité des territoires perdus de la République. Sinon, il n'aurait pas de succès. Il est au fond le miroir de nos lâchetés depuis 30 ans. Est-ce qu'il a décadenassé la parole politique? Bien sûr, exactement comme Trump aux États-Unis, mais dans un contexte évidemment différent. On n'est pas aux États-Unis et il n'est pas Trump. Mais de même que Trump a battu en brèche le politiquement correct américain et que c'est ça qui l'a fait élire, Zemmour est à, 15 ou 16% ou 17%, j'en sais rien. Il peut même aller plus loin éventuellement parce que, encore une fois, il a levé le voile sur la poussière cachée sous le tapis depuis 30 ans par les différents gouvernements qui n'ont pas fait le boulot, encore une fois, du côté des territoires perdus de la République et des trafics de drogue en particulier. Est-ce qu'à vos yeux d'écrivain, de philosophe, il est le symptôme d'un vide de la pensée politique? Non, c'est pas une question de vide. Encore une fois, c'est pas vrai qu'il y a du vide, c'est pas vrai. Simplement, si mon camarade Nicolas Sarkozy et ses successeurs avaient fait le boulot, dans les territoires perdus de la République, Zemmour n'existerait pas. C'est pas une question de vide. Encore une fois, le vrai problème, c'est pas le vide, c'est la déchirure de la
société française. Pourquoi c'est un vrai problème ? Parce que le jour où, bientôt en avril prochain, un président de la République sera élu, la vérité c'est que positivement, il ne représentera que 20% des Français, peut-être 25%, mais pas plus. Donc il aura 75% contre lui et par conséquent, il aura une très grande difficulté. Vous avez vu, la réforme des retraites a échoué. Il aura une très grande difficulté à faire passer quoi que ce soit comme réforme difficile à faire passer. Et quelquefois, il faut faire passer des réformes qui ne sont pas forcément populaires. Quand on a été élu, c'est aussi pour ça. Mais si vous représentez seulement 20% des Français, vous êtes d'entrée de jeu en très grande difficulté. C'est pour ça que moi, depuis des années, comme mon camarade Hubert Védrine, que j'aime beaucoup, on plaide peut-être de manière un peu différente, mais enfin on se rejoint quand même sur l'essentiel, pour un gouvernement d'union nationale. Une coalition. Oui, mais ça suppose une coalition, que ce ne soit pas les centristes qui le fassent. C'est le grand échec de Macron, c'est qu'il peut débaucher des gens de droite et des gens de gauche, c'est pas de sa faute, mais un centriste ne peut pas faire l'union nationale parce qu'il est centriste. L'union nationale, c'est quand un type de gauche appelle un type de droite ou une femme de droite, et quand une femme de droite appelle une femme de gauche ou un type de gauche. Et donc ça ne peut être fait que par des adversaires. Donc Macron peut débaucher Darmanin, Le Maire, et puis Pompili et Schiappa. Donc je prends des exemples de gens de droite et de gens de gauche, mais ça ne fait pas une union nationale parce que les 5 autres partis restent en dehors. La gauche républicaine a aussi beaucoup de mal à exister. Elle est dans les choux, oui. Elle est pas morte idéologiquement quand même. Oh, si. Ah oui, vous l'enterrez, vous ? Bah oui, parce que la social-démocratie, c'est un grand paradoxe, parce que la social-démocratie aurait pu, elle aurait dû gagner. Quand je dis social-démocratie, je pense à des gens comme Jacques Julliard, je pense à des gens comme ce que représentait Rocard, ce que représente Manuel Valls, qui est un ami que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais cette social-démocratie, malheureusement, elle a perdu, alors qu'elle aurait dû gagner. Voilà. Pourquoi elle aurait pu gagner ? Parce que regardons de quoi Emmanuel Macron, de quoi le centrisme est le nom. Il n'est pas simplement le nom de l'effondrement des deux partis qu'on disait de gouvernement, c'est-à-dire le Parti socialiste et les Républicains, ou l'UMP à l'époque. Il est le nom de l'effondrement des deux grands courants politiques qui ont animé la vie politique française et européenne depuis la Révolution française, c'est-à-dire le communisme et le socialisme d'un côté, et puis de l'autre le libéralisme. Il y a aujourd'hui en France, il n'y a plus de communistes et il n'y a plus de libéraux. Et c'est ça. Il y a encore quelques communistes. Ils sont à 2%. Il y a encore, les communistes, c'est 2%. Ils ne sont même pas au niveau du parti animaliste. Et donc, de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, ils étaient à 28%. Vous vous rendez compte ? Donc c'est un effondrement. Et il n'y a pas de libéraux non plus en France, c'est fini. Il y a pratiquement que des sociaux-démocrates au milieu, puis les deux extrêmes. Les deux extrêmes, donc les écologistes et la LFI d'un côté, disons Sandrine Rousseau et Mélenchon d'un côté, puis de l'autre, Zemmour et Le Pen. Bon. Et donc, la social-démocratie aurait pu, elle aurait dû gagner d'une certaine manière, mais malheureusement, elle n'a pas su en profiter pour des raisons d'ailleurs que Jacques Julliard a très bien analysées. C'est que la gauche démocratique, elle est devenue sociétale. Elle a abandonné la classe ouvrière pour les LGBT, les féministes, les indigénistes, etc. Bon, et donc, elle est devenue sociétale, elle a abandonné la question sociale. Vous voyez, ça c'est une vraie... ça paraît mégalo ce que je dis, mais c'est une vraie analyse politique qu'il faudrait faire. Il faut comprendre, encore une fois, de quoi le centrisme est le nom. Et il faut comprendre que la France s'est déchirée comme jamais dans son histoire depuis 1958. Avec des bouleversements à la clé, possible ? C'est pas ce qui se profile à l'horizon, parce que même si vous prenez les 6 courants, dans chacun des courants, ils sont divisés. Prenez les écologistes, Sandrine Rousseau et Yves Jadot sont pas du tout sur la même ligne. Prenez la gauche socialiste, Mélenchon et Hidalgo sont pas sur la même ligne. Prenez la droite, ils sont 5 candidats. Mais c'est 4 de trop. Voilà, donc c'est absurde. Si la droite républicaine avait réussi à se mettre d'accord avec elle-même, elle ferait pas ces 4 primaires télévisées qui, pardon de le dire, sont grotesques en un sens. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est de la division qui désespère l'électorat de droite. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont là-dedans sont grotesques, sont des gens intelligents, ils ont du talent, ils disent des choses très bien. Ils ont d'ailleurs, les émissions de télévision ne sont pas forcément mauvaises, c'est pas ça. Mais si 2 d'entre eux s'étaient mis d'accord pour l'un être président, l'autre Premier ministre, dans un sens ou dans un autre, si par exemple Xavier et Valérie s'étaient mis d'accord, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ils auraient tué le match et ils avaient une vraie chance d'être élus. C'est pas le cas là. Là, il va falloir attendre le 4 décembre
pour en avoir un qui va ou Il une. sera trop tard. Voilà. Ce sera trop tard. Le 4 De toute décembre. façon, tous les autres sont partis. Zemmour est parti, Le Pen est parti, Macron est parti, même s'ils le disent pas, mais c'est le cas. Oui. Hidalgo est parti, Jadot est parti, Mélenchon est parti, et la droite est toujours en train de se disputer avec elle-même. Bah, c'est grotesque, oui, pardon de le dire, c'est ridicule. Voilà, c'est mes amis. Moi, ça me fait de la peine de dire ça, mais je suis là pour essayer de dire la vérité, pas pour arranger les choses. Je suis pas partisan, ça m'est égal. Ça m'est pas égal, mais c'est comme ça. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Luc Ferry. On parlera évidemment de philosophie. On parlera aussi de l'espérance. Est-ce qu'il y a des motifs d'espérer aujourd'hui dans notre pays? Grande notion philosophique. D'accord. On en débat dans un instant. À tout de suite dans Punchline. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et Luc Ferry est l'invité de Punchline, une histoire de la philosophie pour les nuls, c'est le titre de votre livre. Est-ce qu'il y a des motifs d'espérer, tout de même, Luc Ferry, dans ce monde un peu triste et gris que Pourquoi nous décrivons? voulez-vous espérer d'abord? C'est une faiblesse? Oui. C'est une faiblesse, l'espérance. Oui, parce que les stoïciens, vous me parliez des stoïciens, étaient très hostiles à l'idée d'espérance, et il faut réfléchir à ça, juste pour le plaisir. Parce qu'ils disaient, espérer que, je vais reprendre la formule de mon ami André Comte-Sponville, qui est une formule parfaitement stoïcienne, espérer, c'est espérer, c'est vouloir sans savoir, sans jouir et sans pouvoir. Vous espérez la santé, c'est que vous êtes malade. Vous espérez la richesse, c'est que vous êtes pauvre. Vous espérez l'amour, c'est que vous ne l'avez pas. Et donc espérer, vous ne jouissez pas de ce dont vous espérez. Vous ne savez pas quand ça va arriver. Vous espérez la santé, vous ne savez pas si elle va venir. Et vous ne pouvez pas, dans de nombreux cas, la faire advenir. Et peut-être vous allez même mourir. Et donc espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Donc pour les Grecs, c'était une négativité. Pour les stoïciens, c'était... Et donc, je pense qu'ils n'ont pas forcément tort, et qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est pas de l'espérance. Ce qui nous manque, c'est, pardon de le dire, mais ça fait prétentieux. C'est pas prétentieux, c'est juste vraiment ce que je pense. Ce qui nous manque, c'est l'intelligence et le courage. C'est pas l'espoir. Il n'y a pas d'intelligence du tout? Il n'y a pas d'idées nouvelles. Il n'y a pas d'idées nouvelles, ça certes. Voilà. Et il n'y a pas de courage pour, par exemple, régler les problèmes des territoires perdus de la République ou des trafics de drogue et d'armes dans les quartiers. Bon, on n'a pas eu le courage. D'ailleurs, encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est pour ça que Zemmour est au premier plan, parce qu'il dit des choses. Moi, je ne partage pas ses idées, mais il dit des choses qui sont vraies là-dessus. On ne peut pas dire le contraire. Sur le diagnostic, il a souvent raison. Bon. Et donc, on manque, me semble-t-il, de lucidité sur la réalité française et de courage sur ce qu'il faudrait faire, parce que c'est très difficile. Hein. Et en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, quand le président de la République ne représente que 20% des Français, il est d'entrée de jeu en très grande difficulté. C'est pour ça que, par exemple, la réforme des retraites, qui est pourtant vitale, il a été obligé de la retirer. Vous faites quand même le constat dans ce livre, une histoire de la philosophie, que il y a des grandes, non pas d'espérance, mais des grandes peurs aujourd'hui qui traversent la société. Et parmi les réponses à ces grandes peurs, il y a la religion. En tout cas, les religions. C'est un vrai exutoire ? Alors, les religions, oui et non, parce que la religion chrétienne, elle s'est littéralement effondrée en Europe. Je vous donne là aussi des chiffres, je ne savais pas qu'on en parlerait, mais il se trouve que je les ai en tête. En 1950, 90% des Français sont baptisés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 30%. En 1950, en France, il y a 45 000 prêtres. Ils sont 5 ou 6 000 aujourd'hui. Vous voyez, et pratiquement aujourd'hui, seuls 40% des Français se disent croyants. Donc c'est un véritable effondrement. Les deux grandes religions se sont effondrées. Le communisme d'un côté, religion de salut terrestre, et la religion de salut céleste, le christianisme, s'est effondré en France. Donc oui, ce qui est très présent, c'est l'islam, mais c'est pas le christianisme. Et donc c'est plus un problème qu'une solution. Boualem Sansal, écrivain algérien, disait que la France remplace le christianisme vieux et faible par un islam jeune et vigoureux, et que le scénario le plus probable est la guerre civile ou la libanisation du pays, ou son algérianisation. Il est extrêmement courageux, il est peut-être trop pessimiste, mais en tout cas, c'est un homme extrêmement courageux. C'est assez admirable, parce que les personnes comme lui sont les premières victimes ou les premières cibles des islamistes, et donc c'est très courageux de sa part. Je pense qu'il est peut-être pessimiste, je pense que ça n'est pas fichu, je pense qu'il y a des choses à faire, mais encore une fois, ça demanderait de l'intelligence et du courage. Et c'est ce qui manque depuis un certain nombre de décennies en France. Regardez même sur le plan économique, depuis Thierry Breton, on n'a pas fait grand-chose sur le plan économique en France. Il y a une période de 2 ans avec Thierry Breton, avec Jacques Chirac, avec Dominique de Villepin, qui était le Premier ministre, où on a eu à la fois de la croissance, de la réduction de la dette et de la réduction du chômage. Il y a eu des crises.
Oui, mais juste dans la crise, c'est dans la tempête qu'on voit le marin. Aujourd'hui, on dépense à tout va. Très bien, il faut évidemment maintenir l'économie, il faut évidemment empêcher le chômage d'exploser. Donc la croissance revient en France, mais c'est à l'aide d'un shoot qui est de l'argent public. On creuse la dette, elle est à 115% du PIB. On creuse cette dette. Donc il faut évidemment soutenir l'économie. Bruno Le Maire fait le travail qu'il faut faire, sauf qu'il fallait le faire en réorientant le budget, c'est-à-dire à budget constant, et non pas en passant la dette de 100% à 115% du PIB. Et c'est ce qu'on a fait pendant la pandémie. Donc, comme me le disait l'autre jour Thierry Breton, c'est pas très difficile de dépenser l'argent du public. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ce qui est difficile, c'est de réorienter un budget. Donc oui, il fallait soutenir l'économie, bien sûr, mais il fallait le faire en réorientant le budget, pas en augmentant la dette. Voyez. Luc Ferry, alors ça prouve bien que là, on manque de courage à chaque fois. Et quelle est cette maladie française qui justement empêche nos dirigeants depuis 30 ans d'agir, d'innover, de trancher, de choisir? Eh bien, Laurence, c'est ce que je vous dis, je mets les deux ensemble maintenant. C'est parce que quand le président de la République est minoritaire, les réformes sont très difficiles à faire parce que chaque fois, il a toute l'opposition contre lui. Et c'est pas simplement une question de courage, c'est aussi une question de structure du système français. Le système allemand est 1000 fois meilleur que le nôtre aujourd'hui parce que quand Madame Merkel ou aujourd'hui Olaf Scholz fait sa coalition avec en l'occurrence les libéraux et les écologistes, il représente mécaniquement 60 ou 70% des Allemands et donc il peut faire des réformes. Voilà. Moi, j'étais pour le système français quand il y avait deux blocs. Il y avait la droite et la gauche quand j'étais gamin. Gaulle, il y avait la droite et la gauche. Bon, le système majoritaire était bon. Aujourd'hui, le système majoritaire est devenu calamiteux parce qu'il ne permet pas à des majorités d'émerger. C'est le contraire de ce qu'on disait en défendant le système majoritaire. On disait non, ça c'est la 4e République, la proportionnelle. Non, en Allemagne, c'est ce qui permet à des majorités d'émerger. Par conséquent, par exemple, à Madame Merkel de passer la retraite à 67 ans, ce qui est total avec l'aide de la gauche. Avec l'aide de Sigmar Gabriel et de Steinmeier. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, donc je regarde un peu ça de près. Et donc, même Olaf Scholz, aujourd'hui, représente 60% des Allemands. Macron représente 20% des Français ou 24% des Français, mais de ceux qui vont voter. C'est beaucoup moins si vous prenez l'électorat. Et donc, c'est pas de sa faute. C'est juste le système est aujourd'hui, encore une fois, la déchirure du système fait que la lâcheté politique devient la règle. Est-ce qu'il faut une 6e République? Est-ce que vous êtes un mélanchoniste déguisé? Non, je suis pour la proportionnelle et malheureusement, je pense que l'élection du président de la République au suffrage universel n'est plus jouable. Voilà. Alors, je sais bien que ce que je défends là, c'est extrêmement difficile à faire comprendre et à faire passer, mais je pense que le système allemand, encore une fois, nous donne une leçon terrible d'une certaine manière parce qu'il nous montre qu'on ne peut réformer un pays que quand on est majoritaire, quand le président de la République ou le chancelier en l'occurrence est majoritaire. Voilà. Mais quand il est ultra minoritaire et qu'il a 5 courants politiques hargneux contre lui, à tort ou à raison, parce que les critiques, ça fait partie du débat démocratique, mais en l'occurrence, mécaniquement, quel que soit le président de la République, quel que soit le prochain président, il aura 5 courants politiques en permanence contre lui. Comment voulez-vous faire quelque chose ? On court à poil dans un champ de râteaux. Est-ce que les Verts portent une part d'espérance? En tout cas, pour les jeunes, ils semblent incarner un espoir, une dynamique. Pour des raisons de fond, c'est que la nature a horreur du vide et que quand le Parti communiste, qui représentait malgré tout, notamment pour les jeunes, un projet de sens extraordinaire, un projet révolutionnaire extraordinaire, quoi qu'on pense du communisme, je suis pas communiste, mais le marxisme était quand même une doctrine extrêmement puissante et le communisme pouvait apparaître comme un projet grandiose, comme un projet humaniste grandiose. Ça a été une catastrophe absolue, mais ça pouvait apparaître comme ça. La nature ayant horreur du vide, quand le Parti communiste passe de 28% à 2%, il faut bien retrouver, notamment quand on est jeune, un grand projet qui donne du sens. La religion verte, Greta Thunberg a remplacé Marx. C'est ça le problème. Et Sandrine Rousseau, quand elle parle de déconstruction, elle parle de quoi? Elle parle de philosophie? Oui, parce que ce qu'on ne voit pas, ce que les gens, quand elle a dit qu'elle vivait avec un mari déconstruit, ça a fait rigoler tout le monde, mais c'est à tort, ou à raison, mais il y a eu beaucoup de moqueries, mais surtout d'incompréhension. Ce que Sandrine Rousseau a en tête, et là, en effet, l'histoire de la philosophie permet de le comprendre, c'est ce qu'on a appelé la déconstruction.
Ça a été popularisé par Jacques Derrida aux États-Unis, mais ça vient évidemment des grands déconstructeurs, ce que Ricoeur appelait les philosophes du soupçon, c'est Marx, Nietzsche et Freud. Et le terme de déconstruction, il apparaît chez Heidegger, ça, en allemand c'est Abbau, c'est déconstruction. Heidegger dit la philosophie c'est la déconstruction de la métaphysique, et au fond c'est l'idée de la philosophie contemporaine, depuis Schopenhauer jusqu'à Heidegger, jusqu'à Derrida aux États-Unis, c'est l'idée qu'il faut déconstruire. Qui est notre histoire ? Toutes les illusions de la religion et de la métaphysique. Je vous donne la formule de Derrida que Sandrine Rousseau a en tête, parce qu'on peut rigoler, mais on peut aussi essayer de comprendre. Derrida disait il faut déconstruire le phallo-logocentrisme. Ça veut dire quoi ? Le phallus, c'est la domination masculine. Le logo, c'est la rentabilité capitaliste, c'est la rationalité capitaliste. Et le centrisme, c'est la prétention de l'Occident à colonialiser le monde, à être le centre du monde. Déconstruire le phallo-logocentrisme, c'était au fond l'origine du féminisme, de l'indigénisme et des mouvements Black Lives Matter. Enfin, l'origine, c'était l'origine philosophique, évidemment. Et de cette critique de la blanchité, du privilège blanc, de ce qu'on appelle aux États-Unis la théorie critique de la race. Voilà. Et ça, au fond, oui, philosophiquement, c'est ça que Sandrine Rousseau a en tête quand elle dit « Je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas passé par la déconstruction », c'est-à-dire la déconstruction du phallo-logocentrisme, c'est-à-dire le féminisme, l'anticapitalisme et le décolonialisme. Vous voyez, c'est pas rien ça, je le dis très vite, mais ça mériterait à soi seul un livre. D'ailleurs, il y en a qui vont sortir sur le wokisme, comme on dit, mais il faut bien voir qu'il y a une origine philosophique extrêmement profonde qui vient de ces grands déconstructeurs qu'ont été Marx, Nietzsche, Freud et Heidegger surtout. Le wokisme, celui que vous appelez ainsi, les éveillés aux États-Unis, a des traductions très concrètes aujourd'hui, notamment chez les jeunes, avec des effets que vous dénoncez. C'est-à-dire que quand ça prend la forme de ce qu'on appelle la cancel culture, en bon français, c'est-à-dire la culture du boycott, notamment sur les réseaux sociaux, qui peut conduire des gens au suicide. Il y a des exemples aux États-Unis de professeurs qui se sont suicidés. Mais regardez parce qu'ils étaient boycottés sur les réseaux sociaux au nom justement de ce wokisme, de cette culture des éveillés, de ceux qui se prétendent éveillés. Regardez ce qui s'est passé à Sciences Po Grenoble, où un professeur d'allemand a dit, à mon avis tout à fait à juste titre, qu'on ne pouvait pas mettre l'antisémitisme et l'islamophobie sur le même plan. Et il avait 1000 fois raison. La haine des personnes, la haine exterminatrice des personnes n'est pas la même chose qu'une critique de la religion, qu'elle soit fondée ou pas. Et donc, il avait tout à fait raison, mais il a été boycotté. Et donc, ça peut prendre des proportions qui sont considérables. Même Hollande n'a pas pu faire une conférence à Sciences Po. C'est ridicule qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hollande. C'est grotesque quand même qu'un ancien président de la République soit boycotté à Sciences Po, Paris, et qu'il ne puisse pas aller faire une conférence. J'ai des amis qui n'ont pas pu faire des conférences dans des universités parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects et qui ne sont pas dans le moule féministe ou dans le moule indigéniste ou dans le moule décolonial ou écologiste qui est le moule des étudiants. Donc quand ça prend cette forme-là, oui, c'est une catastrophe. Ce mouvement va-t-il s'inscrire dans la durée ? On fait une petite pause. Je vous repose la question dans un instant. Luc Ferry pour cette histoire de la philosophie. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et Luc Ferry est l'invité de Punchline ce soir sur Europe 1. Luc Ferry, une histoire de la philosophie. On se posait la question juste avant la coupure pub. La France a été jusqu'à présent assez épargnée par les théories racialistes. Mais vous dites que non seulement elles sont en train d'arriver, mais qu'elles vont durer. Elles vont arriver très fort. Non, ça va être, on va être submergé par la théorie critique de la race. C'est extrêmement puissant. En gros, c'est une théorie qui dit que les races sont une construction sociale, comme les gender studies, les études féministes disent que le sexe est une construction sociale, que c'est pas une donnée biologique, mais encore une fois une construction sociale discriminante, et que le principe du droit universaliste libéral, comme le droit français républicain universaliste, eh bien, il est, comme ils disent en anglais, colorblind, c'est-à-dire aveugle aux couleurs, ce qui ne permet pas de lutter contre le racisme. Donc c'est une doctrine extrêmement forte, à mon avis terriblement fausse et perverse, mais extrêmement puissante, et qui va arriver, elle va nous submerger. Mon ami Paul Desmarais me donnait un exemple, qui est un des grands industriels, peut-être le plus grand industriel canadien, qui est un type d'ailleurs tout à fait adorable, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et il me disait qu'il y avait une petite fille de 6 ans dans sa famille,
qui était invitée pour une fête de l'école, qui est une fête déguisée. Et elle s'était déguisée en Pocahontas parce que c'est son idole. Bon, elle a été renvoyée avec une lettre quasiment d'injure à la famille par la directrice de l'école parce que comme elle n'est pas indienne, c'était considéré comme une usurpation d'identité. C'est ça la théorie critique de la race. Et donc aux États-Unis, au Québec, c'est incroyablement puissant. Et ne croyez pas qu'on va être épargné parce que on parle du wokisme en France, on parle du privilège blanc, on a ces mots-là déjà. Bon, mais ce qui est derrière, c'est la théorie critique de la race et c'est incroyablement puissant et on n'y échappera pas. Moi, je fais mon papier du Figaro jeudi là-dessus, si ça vous amuse de regarder, parce que je pense que c'est quelque chose qui va nous tomber dessus avec une force extraordinaire. Et comme toujours, en fond, ce sera la queue de comète du politiquement correct américain. Et comme toujours, on réagit 10 ans après, quoi. Voilà, il y a ça touche déjà nos universités ? Oui, ça touche déjà nos universités. C'est déjà présent ? C'est très présent, par exemple, chez Sandrine Rousseau, dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, chez Greta Thunberg, les gens ne comprennent pas ce qu'elle dit, mais c'est omniprésent chez Greta Thunberg. Mais c'est présent aussi dans des organisations militantes comme Extinction Rébellion. Et tout ça va évidemment toucher les universités d'abord, et puis après le collège. D'autant que Jean-Michel Blanquer a mis 200 000 délégués écologistes qui vont s'emparer aussi de ce type de thèse et qui vont les répandre dans les collèges, dans les lycées. Donc je pense que la vague n'est pas encore arrivée chez nous, mais qu'elle va nous submerger. On n'en voit que les petits bouts. On parle encore une fois de wokisme, de privilèges blancs, d'indigénisme, etc. Mais on ne voit pas que derrière la doctrine puissante qui vient de ce qu'on appelle les Critical Legal Studies aux États-Unis, c'est-à-dire la déconstruction du droit traditionnel, ça, et de l'école de Francfort, la théorie critique, c'est quelque chose qui est très puissant et qui va venir chez nous comme une vague, comme une déferlante. Avec la question du genre qui est déjà posée au sein de l'école et d'éducation nationale. Ce sera la même chose pour la race. C'est exactement le même modèle. Le sexe biologique n'existe pas. Il n'y a que des constructions sociales qui sont faites pour discriminer et qui sont cachées par l'universalisme républicain à la française. Donc quand vous lisez le Washington Post, par exemple, ils nous détestent absolument. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les Français sont racistes parce que l'universalisme français, l'idée républicaine qui ne reconnaît pas les différences, comme ils disent, l'indifférence à la différence est raciste. Et donc ils disent carrément le système français est raciste de manière systémique, de manière structurelle, parce que nous sommes aveugles aux couleurs. Donc ce que nous revendiquons comme un progrès formidable, le fait d'être aveugles aux couleurs, pour eux c'est le signe même d'un racisme systémique. Et donc ça, ce sera un débat philosophique extrêmement profond et très, très puissant, philosophique, politique et juridique, mais qui ne fait que commencer chez nous. Est-ce qu'on est face à un mouvement de balancier qui va très très loin et qui va revenir à une juste mesure ou pas du tout ? Ce qui est très intéressant, c'est une vraie question. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se demander aujourd'hui quelle est l'idéologie dominante en France. C'est un vrai sujet. Et donc, si vous demandez à mon camarade Alain Finkielkraut, il vous dira que l'idéologie dominante, c'est ce dont on vient de parler. C'est le wokisme qui est omniprésent. C'est la fin de la littérature parce que les grands auteurs comme Kundera ou comme Philip Roth sont jugés au nom du wokisme et donc exclus du Nobel, etc. Bon. Mais si vous demandez à mon ami Danny Cohn-Bendit ce que c'est que l'idéologie dominante aujourd'hui, il vous dira mais non, pas du tout. L'idéologie dominante, c'est Finkielkraut, c'est Zemmour, c'est Marine Le Pen, c'est au contraire, c'est l'anti-politiquement correct. La vérité, chère Laurence, c'est que l'idéologie dominante, c'est les deux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est à la fois Finkielkraut et Danny Cohn-Bendit, c'est à la fois Zemmour, Le Pen, Finkielkraut d'un côté, et de l'autre côté, le wokisme. Enfin, Danny n'est pas au wokisme, mais enfin, voilà, c'est à la fois le politiquement correct américanisé d'un côté, et de l'autre côté, sa critique. Voilà. Et donc, si vous prenez les deux ensemble, ça fait 70% de l'espace médiatico-politico-intellectuel aujourd'hui en France. L'idéologie dominante, c'est le face-à-face des deux, et ils se nourrissent l'un l'autre en permanence. Autrement dit, d'un côté, les anti-politiquement corrects américains comme Zemmour ou comme Alain Finkielkraut sur un autre plan beaucoup plus intelligent et philosophique. Bon. Et puis de l'autre côté, les partisans, les écoféministes, les afroféministes, les indigénistes, les islamo-gauchistes, etc. Donc tout ce qu'on appelle le wokisme. Mais l'idéologie dominante, c'est le face-à-face des deux. C'est un système qui fonctionne à deux. Voilà. Et qui prospère en France sur quoi ? Sur quelle base ? La base de la baisse de notre culture ? On n'a pas les outils justement pour se défendre face à ces assauts ? C'est très difficile parce que dans le système médiatique, et c'est pas, je dis pas ça contre le système médiatique, ce serait ridicule, mais dans le système médiatique, ce qui fonctionne, si vous voulez, ce qui se remarque, c'est ce qui est anguleux, polémique et excessif.
Si vous êtes aronien comme moi, de bon sens, enfin je crois être de bon sens, en tout cas j'essaye de l'être, mais ça se voit pas parce que ce qui marche, c'est justement du Zemmour d'un côté ou du Sandrine Rousseau de l'autre. Voilà. En gros, prenons ces deux exemples-là, parce que je veux pas prendre des exemples philosophiques qui seraient pas forcément reconnus par nos auditeurs, s'ils n'ont pas forcément fait des études de philo, c'est bien leur droit. Mais si je prends Sandrine Rousseau d'un côté et Zemmour de l'autre, il est évident qu'à ces deux personnages, avec ces deux personnages, vous avez un débat anguleux, vous avez un débat polémique, vous avez un débat excessif en un sens, mais c'est ça qui marche parce que dans l'espace médiatique, c'est évidemment, on fait pas des bonnes unes avec les trains qui arrivent à l'heure. Où est la sagesse dans tout ça? C'est une des notions évidemment que vous explorez dans votre dictionnaire, l'histoire de la philosophie. Oui. Qui est le sage? Qui sont les sages aujourd'hui? Moi, je crois que la sagesse consisterait à dépasser cette antinomie. Au fond, la sagesse, d'une certaine manière, c'est une source communiste, c'est le bon sens, voilà. Mais le bon sens est médiatiquement faible. Voilà, il n'est pas vendant, si j'ose dire. Et donc, c'est évident que la sagesse consisterait à sortir de ce duel, à mon avis, mortifère et mortel entre zémouristes et comment dire, écoféministes, par exemple. Voilà, je peux pas dire rousseauiste parce que non, ça appelle à un autre Rousseau. Voilà, et donc je pense que la sagesse consisterait justement, s'il y avait un grand politique aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui serait capable de nous proposer une vision du monde qui nous permettrait de sortir de cette antinomie, si je puis dire, pour réconcilier les Français, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est pas tellement qu'on manque, d'idées, il y en a quand même, mais c'est surtout... Il n'y a pas beaucoup d'idées neuves. Hein. Non, il n'y a pas d'idées neuves. Mais bon, on pourrait, avec des vieilles idées, faire des choses raisonnables. Mais ce qui manque, c'est une vision du monde qui permettrait de donner une perspective d'avenir. Alors, moi, j'aurais 3 idées, c'est ce que je dis à mes camarades de droite. Je dis, première idée, sur la question du pouvoir d'achat qui est centrale, reprendre l'idée d'intéressement et de participation, qui est vraiment une idée géniale. C'est le seul moyen d'augmenter vraiment le pouvoir d'achat des salariés sans plomber l'entreprise. Ça suppose un vrai travail intelligent, parce que pour faire une loi participation-intéressement qui soit vraiment efficace, il faut travailler beaucoup, c'est compliqué. Deuxième idée, une Europe à 10. Je pense qu'on ne peut pas se passer de l'Union européenne, mais l'Union européenne à 27 ou à 28, c'est une catastrophe. Bon, on voit ce qui se passe en Pologne, en Biélorussie aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc une Europe à 10 avec harmonisation fiscale et sociale, ça c'est une très très grande idée à mes yeux. Et puis la France dans la 3e révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle, de la robotique et du numérique, avoir une politique mais massive, c'est ce que demandait dire Cédric Villani, d'investissement dans l'intelligence artificielle. Voilà par exemple trois idées qui permettraient de rouvrir l'avenir, indépendamment du fait que sur l'écologie, 4e idée, il faut défendre l'écomodernisme. Sur l'écologie, le grand problème de l'écologie, c'est comment concilier la croissance à laquelle aucun pays ne renoncera avec la protection de l'environnement. Donc comment réconcilier les deux ? Réponse, j'ai fait un livre là-dessus, pardon de le dire, mais c'est la tradition écomoderniste qui est vraiment géniale. Voilà. C'est-à-dire raisonnable. C'est l'idée. Non, c'est l'idée que quand vous regardez la COP 21, 26, 27, 28, 29, il y en aura, ça continuera sans. Quel est l'effet de la COP ? Tout le monde est déçu, tout le monde, le type a pleuré, enfin pardon, c'est pleurnicherie ridicule par ailleurs. Bon. Mais à quoi ça sert la COP ? Ça sert uniquement à ouvrir un marché pour les entreprises. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la COP, elle montre qu'il y a des opinions publiques qui sont attachées maintenant partout dans le monde, y compris en Chine et en Inde, à la question de la protection de l'environnement, et par conséquent, ça ouvre un marché auquel doivent répondre les entreprises et les chercheurs, parce que c'est l'innovation qui sauvera le monde, c'est pas la décroissance. Personne n'en veut de la décroissance. Et donc, ce que montrent ces COP, c'est qu'au fond, il y a un parti pris mondial, si je puis dire, autour des questions environnementales, et qu'il faut qu'on trouve les moyens techniques, scientifiques, d'accorder la protection de l'environnement et de la croissance. Et ça, on en a des exemples tous les jours. C'est la voiture hybride, c'est le nucléaire propre, etc. Bon, alors quand on dit nucléaire propre, évidemment... Déjà, on pousse des hauts cris. Oui, sauf que des écologistes intelligents comme Jean Covici disent oui, c'est quand même la seule solution. Il n'y a pas de solution possible de lutte contre le réchauffement climatique en Chine sans passer par le nucléaire. C'est même pas imaginable. Même Danny Cohn-Bendit le reconnaît. Luc Ferry était l'invité de Punchline. Merci beaucoup d'être venu sur Europe 1, une histoire de la philosophie. Alors pour les nuls, je suis pas d'accord. C'est pas du tout pour les nuls. Je déteste le titre, mais le titre est génial. Mais c'est un magnifique livre avec toutes les grandes notions de philosophie et tous les grands philosophes qu'il faut lire. Merci Luc Ferry d'être venu ce soir.
soir dans Punchline. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Et il y aura aussi les infos avec Alexandre Lemaire à 20h. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.